Vous n'aviez réclamé ni gloire, ni l'élan, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans déjà, que cela passe vite, 11 ans. Vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort éblouie par les yeux des partisans. De liaison, passeuse, hébergeuse, rédactrice ou distributrice de presse clandestine, secrétaire d'état-major, infirmière dans le maquis, dactylo, radio, convoyeuse de soldats évadés, ravitailleuse de maquis ou maquisards, elle-même espionne, puis chef de réseau de certains hommes, d'une centaine d'hommes, les femmes ont joué un rôle discret et souvent sous-estimé ou oublié, mais indispensable dans la résistance. Pourtant, l'histoire de la résistance a été longtemps une histoire à dominante masculine, où le rôle de la femme était globalement passé sous silence. Comprendre le rôle qu'elles ont joué, les femmes, dans la résistance, nécessite de replacer dans le contexte l'évolution de la condition féminine entre 1940 et 1944. Mais être femme dans la France de Vichy, c'est être cantonnée au rôle social de mère, épouse, ménagère. Ainsi se multiplient les mesures destinées à limiter le travail des femmes et à encourager leur rôle de mère au foyer. Une loi du 11 octobre 1940 interdit le recrutement des femmes mariées dans les services publics. Une propagande massive est organisée à la gloire de la maternité et des lois particulièrement inégalitaires réprimant l'infidélité conjugale, les femmes pouvant être encore emprisonnées. Le gouvernement de Vichy fait de l'avortement un crime qui devient passible de la peine de mort. Les femmes étrangères, elles, subissent une double peine et voient leur marginalisation augmenter du fait de leur double statut de femmes et d'étrangères. Si le régime de Vichy maintient les femmes dans un rôle contraint de femme épouse, l'occupation favorise pourtant l'émancipation. Les femmes sont obligées d'assumer les responsabilités économiques et familiales en l'absence des hommes et sont donc plus exposées aux difficultés provoquées par les pénuries et le rationnement. Cette situation nourrit leur esprit de révolte et les pousse notamment à organiser les premières manifestations de ménagères à partir de l'automne 1940, parfois encouragées par le Parti communiste français. Les femmes sont à l'initiative des premières formes de résistance spontanée, en résistant puis en s'engageant dans la MOIO, main-d'œuvre étrangère. Les femmes et les femmes étrangères s'affranchissent de l'ordre imposé par Vichy et l'occupant d'une autre part, et de la domination patriarcale d'autre part. Cela va permettre de mettre en lumière l'engagement et les combattants des résistances de la MOIO, notamment en Provence, et souvent, c'est ce qui est souvent passé au second plan, invisibilisé, alors que l'engagement des femmes a été indispensable et déterminant. Je laisse la parole maintenant à Jean-Marie Guyon. Merci. J'étais intervenu il y a quelque temps à la Seine, toujours autour de cette cérémonie l'honneur des Manouchians. J'avais évoqué la place rapidement bien sûr, la place des étrangers dans la résistance dans notre région. Et les organisateurs m'ont demandé d'intervenir aujourd'hui sur les résistants d'origine étrangère, c'est-à-dire qu'on réduit encore la focale. Si je commence par là, c'est pour dire que non pas qu'il n'y ait pas de matière, mais que quand même la matière n'est pas si consistante que ça, non pas qu'il n'y en ait pas, mais très souvent par la position même que jouent les femmes, c'est ce que vous avez dit, dans la résistance et dans la société en général. La résistance, elle reflète la société, elles ont forcément une place seconde. Ça ne veut pas dire une place secondaire, ça ne veut pas dire qu'elles ne prennent pas de risques, ça ne veut pas dire qu'elles ne servent à rien, mais ça veut dire que dans la division des tâches qui est celle de la société et qui se retrouve dans la résistance
comme au Parti communiste, comme ailleurs, eh bien, les femmes n'ont pas de responsabilité en général, elles sont très rares à avoir des responsabilités, et elles occupent toujours les mêmes tâches, qui sont les tâches dites féminines. et ça, évidemment, ça rend un petit peu répétitif les choses que je vais dire. L'autre difficulté, mais on touche toujours au même problème, qui est le problème du contexte social de l'époque, qui m'a embarrassé lorsqu'on m'a proposé d'intervenir, c'est que moi, un étudiant, oui, alors ça c'est compliqué, s'il faut que je bouge pas, ça va être compliqué. Bon, ça c'est vrai. Un étudiant à la résistance, bien sûr, qu'est-ce que je rencontre? Je rencontre des couples, je rencontre des femmes d'eux, des filles d'eux, je rencontre des familles. Et lorsque je rencontre des femmes seules et en quelque sorte autonomes, c'est que bien souvent, parce que leur mari est emprisonné, ou parce qu'elles sont veuves et qu'il est mort, et on verra parfois, mort dans le combat. Il faut bien voir, par conséquent, que cette structure-là, à cette époque, même si, avec nos yeux d'aujourd'hui, on aspire à autre chose, la société du temps, elle est comme ça, et c'est bien cette dimension de couple, et d'ailleurs, à commencer par les Manouchians. Est-ce que s'il n'y avait pas eu cette belle lettre de Missac à Méliné, est-ce que Méliné serait rentré au Panthéon? Le résistant, le responsable de la résistance militaire des FTP-MOI dans la région parisienne, c'est pas Méliné, c'est Missac. Donc vous voyez que cette dimension de couple, elle est là, et on a fait en quelque sorte une fleur en faisant rentrer Méliné. Méliné, c'est fait de bonnes choses, je m'en félicite, mais vous voyez par conséquent le problème. Alors, l'autre problème, c'est que je vais être un peu énumératif. Je ne voudrais pas vous lasser, c'est pas très agréable d'avoir à énumérer, mais c'est difficile d'organiser les choses autrement. Sachant en plus, c'est une autre évidence, qu'on ne dit pas tout, d'abord on ne sait pas tout, et on ne peut pas tout dire, et qu'il y a forcément, ne me dites pas, vous avez oublié, non, on oublie toujours, on ne parle jamais de tout le monde. Bon, donc j'ai sélectionné quelques noms de résistantes étrangères, parmi d'autres, moins connus, ou tout simplement que je n'ai pas estimé nécessaire de citer. Nous allons parler, et je vais vous parler bien sûr, principalement, et c'est normal, de la résistance communiste, donc de la MOI. Je me suis fait taper sur les doigts l'autre jour à Marseille parce que je disais la MOI, et il y a le fils de ces résistantes qui m'a dit on ne dit pas MOI, j'ai jamais entendu mes parents parler de la MOI, il faut dire MOI. Bon, alors je dis MOI, je vais essayer de dire MOI. Je vais donc parler bien sûr de la MOI et des FTP MOI, femmes, mais auparavant, je vais commencer par donner deux noms de résistantes étrangères qui n'appartiennent pas à ce domaine-là, car il y a eu des étrangères résistantes dans d'autres organisations de résistance. La première, elle s'appelle Eliane Plouwman. Eliane Plouwman, elle a été parachutée en France en juin 1943, dans le centre de la France, pour venir faire équipe avec deux Britanniques, elle est britannique d'origine, deux Britanniques qui ont organisé un réseau de ce qu'on appelle le Special Operation Executive, qui est l'une des grandes organisations des services spéciaux britanniques, qui a créé de très nombreux réseaux en France, et ces réseaux sont toujours organisés en trois. Il y a un chef de réseau, le radio, et une femme, qui est évidemment l'agent de liaison. Forcément, c'est le rôle des femmes. Et celle-ci s'appelle Eliane Plouwman, elle fait partie de ce petit réseau qui s'appelle le réseau Manque, qui joue un rôle tout à fait important dans la région. Alors, rôle
là, il s'agit de réseaux d'action, c'est-à-dire de réseaux qui fournissent des explosifs à des groupes de résistance, y compris d'ailleurs, en tout soit dit, à des groupes FTP. Les trois, son chef skipper, le radio-style et Eliane Plouman, seront arrêtés à Marseille en mars 1943, car Marseille est la base du réseau. Les émissions de radio elles ont lieu dans le Var, d'une part à Roquebrune, d'autre part à Barjol, mais la base du réseau est Marseille, et les trois sont arrêtés, et Eliane Plouman disparaîtra dans les camps de concentration, très précisément à Dachau, quelques mois après. Elle est très représentative de ces réseaux britanniques qui, la plupart du temps, ont une femme comme agent de liaison, et ces femmes, comme les hommes avec qui elles font de la résistance, ont payé un très très lourd tribut, à la répression. J'aurais pu citer dans ce cadre-là d'autres noms, mais limite à celui-là, puisqu'il touche directement notre région. Le deuxième nom que je vais citer, avant de parler de la MOI, c'est celui de Charlotte Leitner. Charlotte Leitner, elle est née en 1907 à Lodz, à l'époque Pologne, et elle est juive, polonaise. On trouvera pas mal de polonaises juives d'ailleurs dans cette histoire, comme de polonais juifs. Elle a émigré en France, où était déjà installé son frère à Paris en 1924. Et là, elle travaille comme chapelière. La famille, et c'est souvent le cas dans ces familles juives d'Europe de l'Est, travaille dans la confection. Là, c'est le travail du feutre. Et à Paris, elle sert aussi de mannequin. Et elle fait la connaissance d'un officier de marine qui s'appelle Jacques Trollet de Prévost. Et Jacques Trollet de Prévost est un officier, déjà officier supérieur de la marine, avec lequel elle se marie finalement, parce qu'ils se connaissent depuis des années, lorsqu'ils se marient, en 1940. Parce qu'il a fallu qu'il divorce, il a fallu surmonter dans sa famille bien des réticences à ce qu'il divorce, car ce ne se fait pas dans le milieu d'où il provenait, et se marier avec une juive polonaise, ça se fait encore moins dans ce milieu-là. Et Jacques Trollet de Prévost se retrouve par conséquent officier de la marine, et d'une marine, vous le savez, c'est pas pour rien extrêmement vichiste, à Toulon, et probablement parce qu'on va lui faire payer le rôle qu'il a joué à Alexandrie, dans le fait qu'il n'y ait pas eu de combat entre la flotte française d'Alexandrie et la flotte britannique. On le nomme, c'est pas un cadeau, au tribunal maritime de Toulon, qui a sanctionné de nombreux communistes. C'est pas une situation qui vraisemblablement lui convient, et par conséquent, il a l'âge de prendre sa retraite proportionnelle, et par conséquent il se retire avec sa femme au Royal Canadell, et là tout de suite il rentre dans un réseau britannique très important qui s'appelle le réseau interallié F2, qui est un des réseaux de renseignement les plus importants de la région, qui va perdurer, qui est créé à l'automne 40, c'est donc très tôt, et qui va perdurer jusqu'en 1944, et Trollet de Prévost, vu ses compétences, monte en grade dans ce réseau qui est créé d'abord par des officiers polonais, et puis qui peu à peu se francise. Et il devient le responsable du sous-réseau Anne, qui couvre toute la région méditerranéenne, toute la côte méditerranéenne. Je passe sur les détails. Simplement, ils sont arrêtés à Marseille, avec sa femme, qui évidemment l'assiste, car si c'est lui le chef de réseau, elle est avec lui. Ils sont arrêtés tous les deux, Charlotte et Jacques, à Marseille, au mois de mars 1944, torturés à Lyon, emprisonnés à la prison de Montluc, et fusillés tous les deux au lendemain du débarquement en Méditerranée. Elle, la juive, et lui, l'officier de marine. Voilà un autre exemple avec des parcours différents du premier, mais que je voulais citer. Maintenant, venons-en à la MOI, donc à la résistance communiste, qui fournit les plus nombreux exemples de ces résistants d'origine étrangère, en tout cas les plus nombreux que l'on puisse,
comme je vous l'avais dit à la Seine toutefois, il y a quelque temps, tout commence, lorsqu'on parle de la MOI, dans notre région, et ailleurs c'est un petit peu pareil, par la reconstitution du Parti communiste italien. Reconstitution clandestine du Parti communiste italien. Elle est faite en 1941, à partir du printemps 1941, par Giuliano Pagetta. Bon, Pagetta, grande famille communiste italien, évadé du camp des mines, qui est envoyé, qui est affecté dans le Var, pour reconstituer le parti. Et donc on a fort heureusement le témoignage de Pagetta sur cette période, cette première période de la résistance, période difficile, qu'il a voulu faire connaître en donnant son témoignage absolument remarquable, qui n'est pas traduit en français malheureusement. Et là, il montre comment difficilement il essaie de renouer les contacts. Alors d'abord il s'établit à Saint-Tropez. Saint-Tropez c'est sa base. Paraître curieux, mais il y a tout un noyau d'antifascistes italiens autour du golfe de Saint-Tropez, et là il va être hébergé, ainsi que sa femme et son fils, à l'Auberge des Morts. L'Auberge des Morts, c'est un restaurant réputé de Saint-Tropez, qui est tenu par un couple d'Italiens qui s'appelle les Capello. Ces Capello hébergent et vont héberger des résistants pendant pratiquement toute la période. C'est pas un nom très connu, c'est un rôle discret. Ils n'ont fait qu'héberger et ravitailler. Mais en 1944, je les retrouve dans d'autres affaires, toujours continuant à héberger. Donc là, nous sommes en 1941, 1944 et continuons à héberger. Il y a monsieur et madame Capello, bien sûr, qui jouent ce rôle discret mais indispensable. Pagetta raconte comment il prend contact. Comment il prend contact à la Seine. Il vient à la Seine, on lui a donné un nom, le nom d'une femme. Ce nom, il ne s'en souvient plus. Et donc, il se souvient simplement du pseudonyme. Il appelle la Cristalline. La Cristalline. Il a pris contact avec la Cristalline. C'est la femme d'un militant qui est interné, qui a été interné administrativement au camp du Vernet, qui est le camp pour les communistes d'étrangers. Je présume, mais je n'en suis pas sûr, qu'il s'agit de Madame Alberganti. Alberganti était le responsable de l'Unione Popolare Italiana, grande organisation antifasciste d'avant-guerre. Je présume qu'il s'agit d'elle, mais j'en suis pas sûr. Et le contact n'aboutit pas à grand-chose parce que cette dame, qui est restée une militante, s'apprête à partir en Italie, à repartir dans l'Italie mussolinienne. Et où on perd sa trace, en tout cas je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Alberganti a été lui transféré en Italie mussolinienne, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus après-guerre. Mais voilà le contact que Pagetta a à la Seine. Alors après il retrouvera du monde, il reconstituera, mais là ce sont des hommes, donc je n'en parlerai pas. Il y a une autre femme dont il parle, à Draguignan. Et là c'est intéressant parce qu'on voit comment à partir des noyaux que Pagetta difficilement de communistes italiens qu'il arrive à reconstituer, s'agglomèrent autour de ces noyaux soit des antifascistes italiens non communistes, soit des communistes étrangers d'autres origines. Et à Draguignan, il nous dit, ben là est venu autour du noyau du PCI d'autres étrangers, et notamment il y avait une juive polonaise qui était infirmière. Alors cette juive polonaise, on retrouve son nom dans l'histoire de la résistance drancénoise, elle s'appelle Sophie Zlayer. Sophie Zlayer, elle fait partie, et j'y reviendrai tout à l'heure, ces femmes qui ont quitté la Pologne parce que militantes, parce que juives, qui ont rejoint les brigades internationales, et on va en avoir plusieurs en Espagne, qui ont servi là, toujours en rôle féminin, d'infirmière, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'ont pas pris de risque, bien entendu, et que ce n'était pas courageux, qui évidemment au moment de la retirade a été en France, et là elles ont été un court moment, ces femmes internées, mais surtout assignées à résidence, et on a tout un noyau de ces infirmières, j'y reviendrai, qui sont assignées de résidence à Draguignan et qui retrouvent assez vite une liberté de mouvement. Et par conséquent, elle travaille, cette Sophie Zlayer, comme laborantine
à Draguignan, et je la retrouve comme agent de liaison, toujours agent de liaison, à la deuxième compagnie FTP, pas FTP Moy, mais FTP, parce qu'évidemment, c'est aussi difficile de séparer la résistance française et la résistance étrangère. Agent de liaison de la deuxième compagnie FTP à Draguignan, et ceci jusqu'à la libération. Elle a échappé, elle, très heureusement, à l'arrestation. La Moy est constituée à partir de ces groupes, par conséquent, d'Italiens auxquels sont venus s'ajouter des gens d'autres origines. Elle est constituée, la Moy, entre 1942 et 1943, et arrive dans le Var comme responsable politique MOI, pardon. MOI, surtout que je ne vais pas taper sur les doigts à nouveau. Quelqu'un qui s'appelle Lionel Diomel, avec qui j'ai longtemps correspondu et qui m'a donné un témoignage tout à fait remarquable, qui a été publié ensuite, d'ailleurs, en italien. Et lui aussi, il a contact à la Seine. Il a contact à la Seine avec un noyau important de la MOI. Et il y a une famille qui ressort de son témoignage, mais c'est une famille. Ce sont les Bertolotte. Les Bertolotte. Et là, il me disait, il y a le père, la mère, la fille, l'aide, qui est fiancée à Cleto de Rovere. Autre militant que certains d'entre vous ont connu, et que j'ai connu également. Et là, alors, le rôle de la famille Bertolotte, c'est un rôle classique, hein, c'est le rôle d'hébergement, c'est le point de chute des clandestins, c'est le ravitaillement, et la fille, l'aide, et évidemment agent de liaison, comme d'habitude. Autre famille qu'il cite, les Papini. Papini, là aussi, hommes et femmes, c'était ces points de référence ici dans la région. Et puis, le hasard des archives et le malheur des arrestations fait que, allez, pour la MOI du Var, je trouve un autre nom, pour lequel, alors là, on n'a pas de témoignage. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle s'appelle Émilie Fergero. Elle est née en Italie. Elle est née Gilardi. Fergero, c'est son nom d'épouse, Gilardi. Elle est née en Italie en 1898 et elle est arrêtée aux Arcs avec un autre militant de la MOI, au mois de juillet 1943, par la police politique italienne, qui pourchasse évidemment les résistants, et notamment les résistants italiens. Et elle est condamnée, certainement maltraitée, parce que la police politique italienne et la Gestapo, c'est à peu près la même chose, et elle est condamnée par le tribunal militaire de Bray, qui juge tous les résistants français ou étrangers qui sont arrêtés par la police politique italienne, et elle est condamnée par conséquent à la prison. Je ne sais pas ce qu'elle devient. En tout cas, les Arcs, c'est un noyau très important, un nœud très important, pour des raisons que vous connaissez. C'est une très grande gare, encore plus importante qu'aujourd'hui. Et par conséquent, beaucoup de réunions sont organisées par là, beaucoup de matériel passe par là, et Émilie Fergero a été arrêtée avec une valise pleine de tracts, car son rôle, c'était d'apporter la propagande, d'apporter les journaux clandestins, d'apporter les tracts entre Marseille, le Var et très probablement Nice, parce que c'était en général la ligne qui était celle des agents de liaison dans ce secteur. Dans la MOI et dans le Parti communiste italien, rare, je ne sais pas, mais en tout cas signalé, pas si fréquent en tout cas, on a quelques résistantes femmes qui ont des responsabilités. Alors certaines les ont dans le domaine féminin, bien sûr, mais une a davantage de responsabilités, c'est une militante extrêmement connue, c'est l'épouse de Luigi Longo, grand personnage du Parti communiste italien. Elle s'appelle Teresa Noce, et par chance, elle a survécu aux événements. Je dis par chance, elle a survécu parce qu'elle a été arrêtée, déportée, et elle est revenue de déportation. Et elle a raconté, elle a donné ses mémoires dans un livre qui s'appelle Révolutionnaire et Professionnel. Et ce qui est intéressant dans ses mémoires, c'est qu'elle raconte son parcours, bien sûr, parcours qui a commencé en Italie, qu'il a fallu quitter, qui est passé par les brigades internationales, l'Espagne, comme d'habitude, en quelque sorte, retour en France, Paris,
direction clandestine du Parti communiste italien à Paris, interné au moment de la déclaration de guerre, comme bien souvent les communistes étrangers ont été les premiers internés dès l'automne 1939, pour la plupart internés administrativement, puis ensuite libérés. Bon. Et se repliant, comme toute la direction clandestine du Parti communiste italien, de Paris à Marseille. Et donc elle raconte, c'est pour ça que ça nous intéresse ici, tous ces épisodes marseillais. Pendant que son mari Luigi Longo est interné, a obtenu d'être transféré du camp de Vernet au camp des Milles, camp particulier, le camp des Milles, qui est un camp de transfert, de transit, pour des internés qui veulent quitter la France. Pour les communistes italiens, avant la déclaration de guerre de juin, l'attaque de l'Union soviétique par Hitler en juin 1941, ils ont la possibilité de gagner Moscou, de gagner l'Union soviétique. Donc Luigi Longo est en attente, comme d'autres, de partir en Union soviétique, et pas de coup pour lui, la guerre éclate en juin 1941, il n'est pas parti, et il sera livré à Mussolini. Et Teresa Noce est là, donc à Marseille, à côté de son mari, en espérant qu'il puisse partir, ce qui n'arrivera pas, en espérant qu'elle puisse faire évader, qu'elle puisse empêcher l'extradition. Il y a toute une propagande, y compris répandue dans le Var, pour que Luigi Longo ne soit pas extradé, ça ne fonctionnera pas. Mais elle occupe des fonctions de responsabilité au sein de la clandestinité communiste italienne, puis de la MOI, puisqu'elle assure la liaison entre la direction de zone MOI et la direction du Parti communiste italien, qui est à Marseille, pendant, par conséquent, avant d'être muté à Paris, d'être arrêté et d'être, par conséquent, déporté. Marseille, ça m'amène au FTP MOI et à la fameuse compagnie Marat, qui est un peu l'équivalent de la compagnie Marcel Langer à Toulouse ou de la compagnie Carmagnole Liberté à Lyon. C'est-à-dire qu'elle regroupe les combattants d'origine étrangère qui sont à la pointe de la lutte armée. Je vous avais dit l'autre jour à la scène, j'avais dit le rôle que jouent notamment les FTP et MOI italiens dans cette lutte armée dans la région, à Marseille, Nice, un peu plus tard à Toulon également. Et cette compagnie Marat comporte dans ses rangs plusieurs sections, des sections de langue, 3 sections, la section juive, la section arménienne et la section italienne. Et dans ces sections, on trouve des femmes, bien sûr. Et des femmes tout à fait remarquables, mais on trouve des couples. Celle qui a porté la mémoire de la compagnie Marat, elle s'appelle Hélène Taïch. Elle militait au FTP MOI avec son mari, Nat Taïch. Et elle était, elle, agent de liaison, bien entendu. Et elle est devenue la responsable des agents de liaison pour la direction interrégionale de la FTP MOI, puisque vous savez, je ne vous apprends rien, que chez l'organisation communiste, la région correspond au département, l'interrégion correspond à la région. Donc il y avait la direction interrégionale était à Marseille, et Hélène Taïch était l'agent de liaison, responsabilité, de la direction interrégionale. Là aussi, de famille est un couple de juifs bessarabiens. La Bessarabie, c'est la Moldavie d'aujourd'hui. Les communistes et les juifs étaient partis en situation particulièrement difficile dans cette Moldavie et beaucoup sont venus, ont émigré en France. Ils étaient arrivés, Nat et Hélène, en 1937 à Marseille. Dans cette même compagnie, Marat. Et là, je m'appuie sur cet excellent livre qui s'appelle « L'innocence et la ruse » de Grégoire-Georges Picot, qui a recueilli les témoignages des survivants de cette compagnie Marat. Il y avait le couple Diamantakou, qui est un groupe d'origine grecque, et qui s'occupe, lui, à ce que font souvent les femmes, d'ailleurs, mais une partie de ceux qui assurent la survie de l'organisation clandestine et s'occupent de ce qu'on appelle la solidarité, c'est-à-dire la collecte d'argent pour les clandestins, pour l'organisation, la collecte de tickets de ravitaillement et bien entendu l'hébergement. Et c'est un rôle discret, évidemment, qui n'apparaît guère, mais qui est absolument indispensable.
L'autre rôle que jouent ces femmes de la compagnie Marat, comme rôle que l'on retrouve ailleurs, bien sûr, qui est assez spécifique, c'est le travail d'infiltration, de contact avec les troupes d'occupation. Alors certaines Italiennes prennent contact avec les soldats italiens d'occupation, c'est ce qu'on appelle le travail italien, et à Marseille, qui n'est pas occupé par les Italiens, parce que les Allemands considèrent que Marseille est trop précieux pour être confié à des gens qui n'ont aucune confiance, Marseille est occupée par les Allemands, il y a le travail allemand, comme à Lyon d'ailleurs, on a d'autres exemples. Des exemples qui ont été donnés, alors, autre livre que je vous signale, Gilles Perrault, Top rouge contre SS, et là c'est spécifique à la résistance étrangère, notamment à ce travail allemand en particulier. Le travail allemand à Marseille, il est fait par ces jeunes femmes d'origine d'Europe centrale-orientale qui par conséquent parlent allemand. Et l'une d'elles va y laisser la vie dans ce travail. Elle s'appelle Irène Wozikowski, dite Helga. Elle est née à Hambourg, elle est allemande d'origine. Et elle est dénoncée par le marin allemand avec qui elle a pris contact, qui la dénonce à la Gestapo. Elle est arrêtée le 26 juillet 1943 à Marseille. Et en dépit des faux papiers de française qu'elle a sur elle, elle est démasquée, bien entendu, transférée à Fresnes, transférée en Allemagne, jugée à Hambourg, décapitée à Berlin le 27 octobre 1944. 27 octobre 1944, elle est arrêtée en juillet 1943, elle est exécutée en octobre 1944. Ces femmes de la Meule, la plus célèbre, parmi ces femmes de la MOI à Marseille, la plus célèbre, c'est la photographe Julia Pirotte. Certainement la plus connue grâce à l'œuvre photographique qui est la sienne. Alors Julia Pirotte, toujours pareil, juive, polonaise, communiste, emprisonnée en Pologne, venant immigrant en France, comme sa sœur d'ailleurs, Indla, et participant au mouvement communiste en France, se mariant avec un ouvrier belge qui s'appelle Pirotte en 1939, et Pirotte meurt à la guerre, elle se retrouve seule, elle descend à Marseille, où elle travaille comme ouvrière, et comme elle était photographe, sur le tas, elle avait fait la formation sur le tas, elle arrive à se faire embaucher comme reporter photographe dans un magazine marseillais. Elle milite parmi les FDP-MOI, comme agent de liaison, bien entendu, et surtout, elle est célèbre par les photographies de la libération de Marseille, ou reconstituant la libération de Marseille, qui est l'un des rares témoignages photographiques que l'on ait sur ces événements, et c'est ce qui l'a fait connaître. Elle a continué bien sûr sa carrière de photographe par la suite. A noter que sa sœur Mindla, engagée comme elle, à la direction, est mutée à la direction polonaise de la MOI, est arrêtée en passant la ligne de démarcation. Elle est condamnée à mort, exécutée à Breslau le 24 août 1944. Des Allemandes dans la résistance, j'ai cité Irène Wozikowski, il y en a d'autres que l'on trouve et qui ont des destinées tragiques. Deux en particulier, Lisa Ost et Hedwig Ramel. Lisa Ost est née à Francfort, probablement en 1899, car on n'a pas la date exacte. Hedwig Ramel est née en Saxe en 1896. Elle se marie avec un militant en 1939 qui s'appelle Christian Robens, et donc elle s'appelle Ramel Robens, on trouverait éventuellement sous les deux noms. Alors, le parcours de ces femmes, il est pas très bien connu pour Lisa Ost, mais mieux connu pour Hedwig Ramel, mais il est très, très classique. Militante communiste en Allemagne, obligée de partir d'Allemagne après l'arrivée des nazis au pouvoir, réfugiée en 1935 en Tchécoslovaquie,
engagement dans les brigades internationales en 1937, où ces femmes, Lisa Host et Hedwig Ramel, sont infirmières, c'est un cas que nous avons vu et qu'on va revoir. Elles sont infirmières, rapatriées en France, internées un moment, libérées. Elles sont à Marseille ou elles sont dans la région. Probablement sont-elles passées à Draguignan. Je reviendrai sur Draguignan. Et lorsque la vie à Marseille n'est plus possible, en 1943, elle gagne, ces deux femmes, le maquis en Lozère, un maquis qui s'appelle le maquis Montaigne, qui est un maquis tout à fait particulier, puisque c'est un maquis à la fois composé de Français et de communistes allemands, liés à la direction clandestine du Parti communiste allemand, direction qui est d'ailleurs à Marseille, les liens avec Marseille sont extrêmement forts. Ce maquis qui est basé au sud de la Lozère, à la limite entre le Gard et la Lozère, dans les Cévennes, il est en but en 1943 aux attaques de l'armée allemande et notamment des auxiliaires français de l'armée allemande. Alors, les auxiliaires français de l'armée allemande, généralement appelés miliciens, n'ont rien à voir avec la milice. C'est en fait une unité spéciale dont j'ai reconstitué l'histoire parce qu'elle était totalement méconnue, surtout dans notre région, un peu moins dans le Gard, qu'on appelle la 8e compagnie Brandebourg. Cette 8e compagnie Brandebourg, rattachée directement à l'état-major de l'armée allemande, était spécialisée dans l'infiltration des maquis, l'infiltration de la résistance, puisqu'elle était composée de jeunes Français d'une vingtaine d'années, venant de l'extrême droite, ou recrutés parmi les voyous savianistes de Marseille en particulier. Et donc, ces jeunes se pointant en civil dans les villages, vous voyez, demandant à aller au maquis, se disant réfractaires au service du travail obligatoire, vous voyez à peu près le dégât qu'ils pouvaient faire. Ils servaient de poisson pilote, et ensuite, une fois qu'ils avaient recueilli les informations qu'il fallait, ils arrivaient avec des détachements allemands, le reste de la compagnie, cette fois-ci en uniforme, pour attaquer les maquis. Donc le maquis Montaigne est en but à des attaques de ce genre. Christian Robens, le mari de Hedwig Ramel, est piégé par ces gars-là. Il y a un détachement de la 8e compagnie à Alès qui est chargé de la répression des maquis des alentours. Robens est piégé par ces gars-là. Il a cru que c'était des vrais maquisards. Bon, et bien sûr, il est exécuté le 5 juin 1944. Et à partir de ce moment-là, sa femme et sa compagne, le maquis étant attaqué, reçoivent une autre affectation. Elles doivent quitter le maquis, elles doivent se rendre à Nîmes pour avoir une autre, comme je le disais, une autre affectation. Elles s'arrêtent pour passer la nuit à Alès. À Alès, elles ont de faux papiers, elles sont soi-disant lorraines, mais elles ne parlent pas français. Et donc, elles sont repérées. Elles sont arrêtées par la milice, cette fois-ci c'est la milice, qui les remet aux gens de la 8e compagnie Brandebourg, qui les torture, bien entendu, qui les enferme au Fort Vauban, qui est un lieu terrible de torture, d'exaction, de violence, et elles font partie d'une des fournées que ces assassins exécutent dans une petite commune à côté d'Alès, qu'on appelle Servas, exactement au puits de Célas. Il y a des mines, c'est une région de mines. L'un des puits sert à ces assassins pour jeter les corps de ceux qu'ils exécutent. Elles sont exécutées toutes les deux, quelques jours après leur arrestation, dans ce puits de Célas, d'où l'on retirera 31 corps après la libération. Alors, Lisa Host et Hedwig Ramel, elles m'amènent à Draguignan. Elles m'amènent à Draguignan, pourquoi? Parce qu'à Draguignan, ont été, comme dans beaucoup de communes du Var, en 1939, nous avons des camps d'Espagnols, et surtout d'Espagnols, qui ont été rapatriés. Et il se trouve qu'en plus, on a un rapport qui date de novembre 1939 sur les camps d'Espagnols du Var, qui est d'ailleurs tout à fait intéressant, parce qu'on est bien loin des images que l'on a, qui sont justes bien sûr, de l'enfermement des républicains espagnols, parce que
le rapport qui est fait par des étrangers, hein, qui n'est pas fait par la police ou quoi que ce soit, dit dans l'ensemble ça se passe bien dans le Var. Ils ont été bien accueillis, les contacts avec la population sont bons, les mairies aident. Alors bon, les installations sont souvent des installations de fortune bien sûr, mais elles peuvent travailler, elles peuvent faire les vendanges, voilà. Et donc on a une description très précise. Et le camp numéro 2, il y a 3 camps à Draguignan, le camp numéro 2, qui comprend plus d'une centaine d'Espagnols, 80 et quelques enfants et quelques hommes, a aussi dans le contingent dit d'Espagnols une dizaine d'infirmières des brigades internationales non espagnoles. Et donc on retrouve par conséquent ces femmes que l'on va retrouver en résistance, et l'une d'elles s'appelle Ramel. C'est-à-dire comme Elbrug Ramel exécutée à Alès. C'est pas la même. Celle-là, celle de Draguignan, elle s'appelle Eva Ramel. Mais, étant donné le nom identique, je me dis qu'il y a probablement un rapport entre la Elving qui a été assassinée à Alès et la Eva que je trouve à Draguignan. C'est peut-être la sœur, c'est probablement la sœur, parce que le parcours, il est à peu près le même. Eva, née Ramel, épouse de Janssen. Je vais terminer par elle, si vous voulez, parce que c'est très significatif comme itinéraire. Donc, Eva Janssen, je trouve le nom dans les archives. C'est un peu plus tard que je m'aperçois que ça s'appelle Ramel et que je peux faire la liaison. Mais Eva Janssen, je la trouve d'abord, savez-vous dans quelles archives? Dans les archives des collabos internés à la Libération. Elle est internée au camp de Bandol. Elle est allemande. Elle est allemande. On interne les ressortissants allemands à la Libération. Or, en interrogeant Victor Étienne, que certains d'entre vous, sans doute, ont connu, le fils de Baptistin Étienne, le neveu de notre Victor Étienne, militant communiste seinois, de la région seinoise, bien connu. Victor Étienne était instituteur à Colobrières et responsable du groupe FTP de Colobrières. Et dans son témoignage, Étienne me dit j'avais contact avec une Allemande qui venait de Vidauban et qui me portait des tracts en allemand ou des journaux en allemand pour le petit groupe d'Allemands, de soldats allemands qui se trouvaient à Colobrières, du côté entre le village et la Chartreuse de la Verne sur le plateau de Lambert. Et il me dit, mais cette Allemande, figure-toi, que je l'ai retrouvée au camp de Bandol, elle était internée, je l'ai faite sortir du camp de Bandol. C'est Eva Janssen. C'est Eva Janssen. Donc, vous voyez par recoupement comment on arrive. Et c'est Eva Janssen, grâce à ces renseignements, en remontant le film, on s'aperçoit de quoi? Militante avec son mari en Allemagne. Son mari est arrêté en 1935, condamné à mort, décapité. Elle quitte l'Allemagne, elle ne peut quitter l'Allemagne, elle rejoint les brigades internationales. Elle est infirmière dans les brigades internationales comme les autres. Et elle se retrouve parmi ces infirmières du camp numéro 2 de Draguignan où il y avait les internationales que j'ai dites. Au bout d'un certain temps, elle est libérée, comme Sophie Slayer, c'est le même parcours. Et là, eh bien, elle vit modestement à Draguignan comme femme de chambre, sans se faire remarquer, sans contact avec la résistance locale, sans contact avec la deuxième compagnie FTP. Elle est dans l'organisation clandestine du Parti communiste allemand, elle fait du travail allemand, du travail de propagande, elle est inconnue de tout le monde, et c'est la raison pour laquelle à la Libération, s'exprimant peut-être difficilement en français, elle s'est retrouvée au camp de Bandol. Donc, drôle de parcours. Alors bien sûr, comme pour certains de ces parcours,
j'ai essayé de savoir ce qu'elle était devenue. Elle est partie en Allemagne, après-guerre, en RDA. Et là, on perd sa trace. L'ambassade a été incapable, ou n'a pas voulu, me dire ce qu'elle était devenue. Je m'arrête là. Merci Jean-Marie pour cet exposé. Nous souhaitons, si vous le désirez, laisser la parole à la salle et nous faisons passer le micro. Les circonstances indépendantes de ma volonté, mais pour laquelle j'en veux beaucoup à un certain nombre de collègues, ont fait que cette traduction n'a jamais été publiée. C'est dommage. Voilà, c'est extrêmement dommage parce que Padgett, donc c'est absolument un parcours, je l'avais dit l'autre jour à la Seine, c'est formidable. Padgett, donc militant communiste italien, responsable, brigade internationale, brigade Garibaldi, commissaire politique, Garibaldi, interné en France, évadé, reconstitution du parti communiste italien dans le Var. Ensuite, arrêté par la police française, emprisonné à Nîmes, évadé de la prison de Nîmes, gagnant les maquis des Cévennes, affecté ensuite en Italie par le Parti communiste italien, arrêté en Italie, déporté à Dachau. Qu'est-ce qu'il veut raconter? Qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte uniquement la période varoise. Alors, je vais ce livre, je l'avais. Et il se trouve que ma fille, qui est journaliste, elle m'a posé un petit message il y a un mois ou deux, en me disant cette histoire. Qui aujourd'hui ne correspond pas aux Saint-Tropez de l'époque. Non, mais j'ai vécu à Saint-Tropez, je suis né à Saint-Tropez, j'ai milité à Saint-Tropez, j'ai adhéré au Parti communiste, j'ai milité. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, écrire sur un papier les noms et des femmes que vous avez nommées? Parce qu'avec l'accent, et si on n'entend pas très bien, on a du mal. Donc faire un panneau là qu'on puisse recopier dans la journée. Je vous remercie. Je ferai en sorte que l'on puisse me déchiffrer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent... J'aurais voulu savoir quel était le rôle d'Olga qui fait partie du groupe Manouchian. Est-ce qu'elle était simplement agent de liaison ou si elle avait un rôle? Alors, c'est Olga Banchik. Olga Banchik qui, elle, a été comme beaucoup de femmes, la plupart des femmes qui sont condamnées à mort sont exécutées en Allemagne, comme vous le savez, pas en France. Alors, pour autant que je me souvienne, elle faisait le rôle d'agent de liaison, transport d'armes, enfin ce que faisaient ces agents de liaison. Hein, le rôle classique selon cette division des tâches que je disais. Bien intéressante. Personnellement, j'habite sur l'ouest d'Ar, à Sanary. Voilà. Et puis, je vous ai entendu dire qu'il y avait eu un camp de rétention à Bandol. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? Où se situait-il? Quelle était, au départ, sa vocation, etc. Alors, vous allez être renseigné beaucoup plus précisément que par moi, par Madame Jacqueline Violet-Repetto, qui a étudié ce camp. Non? Jacqueline, non? Pas de manière extrêmement approfondie. Oui. Oui, il y a le dossier. Mais autant donner la parole à quelqu'un. Oui, juste Jean-Marie, vous avez dû la voir, il y a le dossier à Draghi qui explique. Oui, mais vous l'aviez étudié, Claude. On est allé sur le terrain, ça se trouve derrière la gare de Bandol. À l'époque, il y a encore une reste de carrière qui se trouve au fond. Et ça prenait toute la superficie. Les baraques étaient près de la route, d'ailleurs les toilettes donnaient directement sur le bord de la route. Et ce camp a servi à de multiples époques, puisqu'il n'a pas servi qu'à la rétention. À la libération, effectivement, on a envoyé les collabos. Et puis après, il a servi encore pour d'autres fonctions, jusque dans les années, je pense peut-être 60-70.
Mais il y a le dossier complet à Draguignan, je pense que vous y avez eu accès. Oui, mais comme vous l'avez regardé de près, oui. Ce camp d'internement de Bandol il est installé dans une carrière à la Payrière. Là, actuellement, il y a un espèce de supermarché casino, vous voyez. Il était là. Alors, la route a changé, bien sûr. Comme l'a dit Claude, il y avait là des baraquements. Et il a servi de camp d'internement pour les suspects de collaboration ou les collaborateurs. C'était important, hein, plusieurs centaines de personnes étaient internées là, en attente, soit que leur dossier soit transféré au cours de justice ou chambre civique, soit en attente de libération si le dossier était vide, parce que pour un certain nombre d'entre eux, il n'y avait rien. Donc voilà où se trouvait ce camp de Bandol. Et ensuite, il a servi, Claude le sait, il aurait pu le dire d'ailleurs, il a servi de camp de transit pour les Juifs voulant gagner Israël. On est là, donc après la fermeture du camp pour Collabo, fermeture c'est en 46, et donc en 47-48, si je ne me trompe pas, il sert pour cette population assez particulière, et ainsi de suite. Voilà. Propos d'une, je ne sais pas si c'était une résistante étrangère, d'origine étrangère, je ne sais pas, mais j'ai souvent entendu parler par les survivants du maquis FTP de Clavier, et notamment par la veuve de Louis Gall, d'une certaine Violette, qui était agent de liaison et qui venait leur porter des rapports, je crois, depuis Toulon ou Marseille, je ne sais pas, sans arrêt. Et elle nous avait dit que c'était une gamine, elle avait 16 ans, qu'elle en voulait énormément parce que ses parents avaient été assassinés par les Allemands, par les nazis. Donc, Violette, c'est son surnom. Ils n'ont jamais connu que cette Violette. Et elle, sans arrêt, elle m'en parlait quand je rencontrais Mme Gall. Elle me disait, j'aimerais tellement savoir ce qu'elle était devenue, cette Violette. Alors, je ne sais pas si elle était étrangère ou pas. Voilà, comme on parlait du secteur de Draguignan à un moment donné, évidemment, vu que je suis du coin, ça m'intéresse. Non, alors, malheureusement, je ne peux pas vous répondre, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, mais ça, c'est fréquent, hein, dans les agents de liaison PAM, entre autres, on a des pseudonymes, et c'est vraiment par recoupement, par le hasard des recoupements, qu'on arrive à identifier. Par exemple, pendant plusieurs témoins m'avaient parlé d'une Odette. Odette faisait la liaison Carnoul, Toulon, etc. Puis ensuite les Alpes-Maritimes. Et il m'a fallu pas mal de temps pour m'apercevoir que la Odette, c'était en fait Rosine Fried, F-R-Y-D, qui venait de Nice et qui faisait la liaison pour la MOI, mais probablement aussi pour les FTP, entre Marseille et Nice. Rosine Fried survivra à l'époque, son frère Simon Fried, lui, participe au bataillon Camagnol Liberté à Lyon et il sera arrêté et exécuté. Vous voyez, c'est vraiment par recoupement qu'on arrive parfois à identifier, mais très souvent pour les clandestins, eh ben, on reste avec le pseudonyme et par conséquent toutes les interrogations sans pouvoir identifier les gens. Donc Violette, je ne sais pas. Bien sûr. Il y a des étrangers collaborent. Hein, et même il y a un noyau, et à la Seine on le sait bien, un fasciste italien extrêmement important, qui a fait pas mal de mal, et quand on a certains, je vois quelqu'un dans la salle qui a étudié le comité local de libération de la Seine, il a pu voir les ressentiments que l'on pouvait avoir à la Seine contre ce noyau de fascistes italiens. Donc oui, il y a des femmes dans la collaboration, bien entendu. Bien entendu, vous avez alors plusieurs cas de figure. Hein, vous avez, je parle vraiment du collaborationnisme, je ne parle pas du le maréchal, le pétainisme. Je parle vraiment de l'engagement collaborationniste, donc avec des militantes dans la milice, dans le Parti populaire en français, chez les francistes, c'est-à-dire dans les divers groupes collaborationnistes, oui, des militantes. Certaines de ces militantes sont au service des Allemands, hein, et notamment on en a plusieurs
qui gravite autour de la 8e compagnie Brandebourg. 8e compagnie Brandebourg qui a d'abord été installée à Toulon et Bandol avant de s'étendre dans la région. Donc on en a plusieurs dans ce cas qui ont été sanctionnés à la Libération. Alors toujours pareil, elles servent de femmes de ménage, de cuisinières, etc. Mais elles profitent des pillages que font ces gens. Et puis vous avez aussi, lorsqu'on étudie les informateurs et les agents de la police allemande, ce qu'on appelle la Gestapo, si vous voulez, on a des agents et des informateurs femmes, et notamment de jeunes femmes, qui soit par amour pour l'un des officiers, des policiers, soit pour de l'intérêt, par des raisons d'intérêt ou pour des raisons idéologiques, trahissent. Il se trouve que j'ai étudié très en détail l'annexe de la Gestapo de Draguignan. La Gestapo, c'était Marseille, et Marseille avait des antennes à Toulon, à Draguignan, à Nice, à Gap, à Digne, etc. L'antenne de Draguignan, on peut l'étudier parce que un certain nombre d'archives ont été conservées. Et l'agent le plus important de ce poste de police allemand, c'est une femme. Elle s'appelle Gabi Thibault, Thibaud. Elle a été condamnée par la Cour de justice de Draguignan. Elle n'a pas été condamnée à mort parce qu'on condamne rarement à mort les femmes. On condamne à mort, elles sont graciées. Et on a, pour cette Gabi Thibault, le hasard fait, ça fait partie des bonnes fortunes de l'historien, si vous voulez, ont été conservés un certain nombre des rapports qu'elle a faits. Et donc on a une dizaine de rapports qui ont été conservés. Alors donc, tout simplement, elle était envoyée par le capitaine Christophersen, dont elle était la maîtresse. Elle a été envoyée dans les villages, une jeune femme qui arrive dans un village. Elle va voir les gens qui dans le village, on sait qu'ils sont amis des Allemands, ou elle recueille auprès d'eux des renseignements, puis elle essaye de se renseigner. Une jeune femme aussi, elle a certaines facilités probablement pour délier les langues, et donc on a les rapports. Elle fait des rapports, elle donne des listes de communistes et de gaullistes à Saint-Tropez, à Saint-Raphaël, à Salerne. Tout ça a été conservé, et à Salerne, on a conservé d'elle un rapport tout à fait extraordinaire, tout à fait, le document dont on peut, qui est sensationnel. Elle a été envoyée à Salerne le jour des obsèques de Pierre Valcelli. Pierre Valcelli, c'est un maquisard FTP, l'un des créateurs de la compagnie FTP des morts, du camp Faïtin, de ce qui devient la première compagnie FTP, compagnie dont il faudrait faire l'histoire, parce que c'est une histoire vraiment exceptionnelle. Et Pierre Valcelli est une des victimes du premier massacre de résistants opéré en Provence et donc en Levant, à Signes, le 2 janvier 1944, par les hommes de la compagnie Brandebourg de Bandol, avec des Allemands, mais ils sont là, et probablement c'est eux qui ont servi d'informateurs. Valcelli donc est exécuté avec ses camarades, ils sont 9 maquisards, plus le berger qui a 70 ans, qui vivait ferme de Limat, qui aidait les maquisards. Ils sont exécutés le 2 janvier, les gens de Signes vont récupérer les corps et inhument au cimetière les corps le 5 janvier, mais le corps de Valcelli est récupéré par sa famille. Donc il le transporte à Salerne pour qu'il soit inhumé, c'est le 7 janvier. Et donc Gabi Thibault est envoyée le 7 janvier à Salerne. Et elle fait le compte rendu de ce qu'elle... Et elle écrit, alors de mémoire, mais l'expression, elle est d'elle, elle n'est pas de moi. On fait à Valcelli, dit-elle, des obsèques nationales. C'est-à-dire que toute la ville est en deuil. Tous les commerces sont fermés. Tous les commerces sont fermés. Il y a une foule aux obsèques. On a un témoignage sur les sentiments de la population et les espérances créées par la résistance, la solidarité de la résistance qui est exceptionnelle. Parce que, insistons un peu sur les choses, peut-être vous avez du mal à vous rendre compte combien, dans notre région, il y a un fossé entre les immigrés, je ne dis
dis pas les réfugiés, les immigrés italiens, la population française. Pas évident. Il y a une xénophobie, elle est bavie, etc. Et donc une population entière, soit derrière le cercueil d'un ouvrier italien, communiste. Pas tous communistes à Salerne. Ça prouve que c'est l'exemple même de cette solidarité. Et c'est pas un retournement de veste, on n'est pas, le débarquement, il n'a pas lieu dans les jours qui suivent. Voilà. Et les manifestations sont interdites, inutile de le dire. Voilà. Alors, j'en reviens à votre question. Oui, il y a des femmes collaborent. Oui, bonjour. Juste une précision, oui. Un élément concernant Esther Pujol. Les de Toulon, non, les halles de Toulon s'appellent Halles Esther Pujol. Et lorsque la municipalité de Toulon avait décidé de transformer les halles l'Institut d'histoire sociale du Var, dont je suis membre, est intervenu auprès de la municipalité pour insister et surtout veiller à ce que les halles de Toulon, après leur réhabilitation, continuent à s'appeler Esther Pujol. Et nous avions veillé à l'époque à ce que ce soit fait, et nous avons y compris une réponse manuscrite de M. Falco, qui s'était engagé après notre intervention à conserver le nom d'Esther Pujol sur les halles. Juste, M. Guillaume, j'ai fait quelques recherches concernant les suites de l'accueil des Espagnols suite à leur il y a de très nombreuses femmes qui avaient participé aux brigades internationales qui ont été accueillies à un moment donné. C'était des femmes étrangères, souvent et elles ont à un moment donné mené des pour dénoncer les conditions dans lesquelles elles étaient accueillies à Saint-Zacharie. Elles ont ensuite été en banc dans des conditions lamentables d'accueil. Et je voulais savoir, parce que j'ai pu aller plus loin, parmi les personnes que vous citez sur Draguignan, vous savez s'il y a des personnes qui étaient auparavant et à Saint-Zacharie et à Villeban. Merci. Alors c'est vrai qu'à Saint-Zacharie, vous avez raison, il y avait un camp pour les Espagnols, comme à Olioul d'ailleurs, on avait un également à Olioul, on avait pas mal dans la région, et c'est vrai que la situation elle dépend très largement des lieux. L'accueil est relativement bon en général, mais les conditions d'installation sont parfois mauvaises parce que, par exemple, au Olioul, c'est une ancienne usine, et il pleut dans l'usine. Bon, il pleut dans l'usine, donc voilà. Pour Saint-Zacharie, je ne sais pas ce qu'elles sont, si elles ont été rapatriées ensuite sur Draguignan. Ça, je peux pas vous le dire. En général, c'est les femmes, en tout cas, les Espagnols, bien souvent, sont rentrées en Espagne. La plupart des Espagnols sont rentrés en Espagne assez vite. Les internationales, elles, évidemment, elles ne pouvaient pas rentrer en Espagne. En général, elles ont été, quand elles voulaient partir à l'étranger, elles étaient assignées à résidence à l'hôtel Bompard. Les hommes étaient au camp des Milles, les femmes étaient à l'hôtel Bompard à Marseille, où elles étaient en semi-liberté, c'est le cas de Teresa Noce dont j'ai parlé, et où elles étaient en semi-liberté. Puis, si le départ n'avait pas pu avoir lieu, elles étaient ensuite assignées à résidence dans un autre lieu où elles pouvaient travailler, à moins qu'elles soient prises par des raisons de propagande, prises à la propagande, et à ce moment-là, elles étaient affectées au camp de Rieucros, en Lozère, qui était le camp d'internement pour femmes, alors à la fois des droits communs, des prostituées, mais également les politiques. Mais pour Saint-Zacharie précisément, je ne sais pas. Alors, Saint-Zacharie est un cas quand même assez particulier, parce qu'il faut quand même, quand on parle de Saint-Zacharie, il faut bien voir que c'est un village, ce qui est l'une des seules localités du Var où le PPF
est bien implantée. C'est l'influence marseillaise. L'influence marseillaise et l'influence de maire de Saint-Zacharie, qui était passé au PPF. Et donc vous avez à Saint-Zacharie un noyau de PPF. Ils ne sont pas très actifs. Ils ne font pas beaucoup de mal. Hein. Je veux dire, à point de vue, il n'y a pas de dénonciation, il n'y a rien. Mais en fait, quand même une atmosphère un peu particulière en Saint-Zacharie. L'histoire de Machiavelli. Donc il y avait deux femmes, dont une, je crois, s'appelait Marie-Tèche, n'est-ce pas, qui avaient infiltré le maquis, qui étaient des femmes collabos. Donc je ne sais pas si Marie-Tèche était française ou étrangère, je ne sais pas, voilà. Deux françaises. Dans la région de Draguignan. Elisabeth Saint-Dizier et Madame Tèche, elles étaient à Ops, et elles étaient informatrices de la police allemande de Draguignan. Elles ont été faites prisonnières le jour où Ops a été occupé par les résistants, le 7 juin 1944. Elles ont été passées au Machiavelli. Le Machiavelli n'allait pas, évidemment, les conserver. Enfin, je veux dire, donc elles ont été jugées, condamnées à mort et exécutées. Le Vallier le raconte dans son journal. C'est extrêmement pénible, c'est extrêmement douloureux. C'est pas une décision simple de prendre ce genre de choses, mais il a essayé avec les chefs il y avait Soldani, il y avait les chefs résistants qui étaient montés, ils ont essayé de faire un procès, alors équitable, on mettait des guillemets, mais enfin, ils ont essayé de respecter les formes. Germain était l'avocat, on avait demandé à Germain d'être l'avocat. Du clergé dans cette période de trouble. Et deuxième question, une fois il m'avait été répondu qu'après la guerre, pour reconstituer les administrations et autres, on avait fait appel à des gens, des personnes, entre autres, avant, qui n'étaient pas très claires. Donc on nous a dit que c'était parce qu'il fallait du monde. On a trop trié. Et j'aimerais savoir si à cette époque, après la guerre, il y avait encore de l'ostracisme fort envers les étrangers. Merci. Alors, il y a plusieurs questions dans votre... Vous avez posé plusieurs questions. Donc, le clergé, je n'ai pas parlé du clergé, du point de vue féminin, c'est limiter le clergé, il y a les bonnes sœurs, notez une chose, parce que c'est peu connu, c'est que l'hôtellerie de la Sainte-Baume, tenue par les dominicains, et qui avait un personnel féminin, et il y avait également un couvent de femmes. L'hôtellerie et le couvent de femmes ont servi de lieu d'accueil pour de jeunes juives polonaises de la région de Lyon. Donc voilà, ça c'est pour le clergé. Après, en ce qui concerne l'ostracisme à la Libération, il est plus fort que jamais. Plus fort que jamais. La xénophobie, elle est très très forte. Pour quelle raison? Il y a eu l'occupation italienne. Et il y a eu le rôle très trouble d'une partie des immigrés italiens. Certains fascistes et beaucoup d'autres opportunistes. Profitant de la présence de l'armée italienne. Éventuellement jusqu'à dénoncer les voisins avec qui on était en bisbille. Il y a eu quand même plusieurs centaines d'arrestations sous l'occupation italienne. Un certain nombre causés par des dénonciations de personnes d'origine italienne. Je connais bien des villages du Var où le petit groupe fasciste et opportuniste, au moment de l'occupation italienne, a dressé des listes de gens à interner, à commencer mon village natal. Voilà. Donc à la Libération, inutile de vous dire que la xénophobie anti-italienne, elle est extrêmement forte. Extrêmement forte. J'ajoute que cette hostilité aux Italiens, elle est bien souvent partagée par les Italiens antifascistes qui ont eu à souffrir des mêmes personnes. Donc c'est une hostilité un peu particulière, mais elle est évidemment, elle est très très forte. Et alors surtout dans les Alpes-Maritimes. Alors dans les Alpes-Maritimes, encore davantage, puisqu'il y avait cette menace d'annexion, et puis il y avait tout un groupe qui se disait garibaldien, mais qui était fasciste, la Ligue garibaldienne qui a fait beaucoup
beaucoup de mal à Nice. C'est au point d'ailleurs que l'organisation communiste régionale publie un tract fin 1944 avec les photos des martyrs étrangers résistants. Comme pour dire à la population, faites gaffe dans votre hostilité aux étrangers, ne confondez pas tout. Hein, ce ne sont pas tous, voilà. Vous voyez, mais c'est vrai qu'on sent une haine, et inutile de vous dire que dans les villages où il y a eu ces affaires-là, mais à la Seine c'est pareil, cette hostilité, elle va perdurer longtemps. Et que dans bien des familles, on savait qui avait fait quoi, qui était suspecté de quoi. Bien, encore une dernière question. Très bien. De la République de Lyon, qui était Yves Farr, grand résistant, disait, et grand résistant incontestable, très, très dur par ailleurs, mettait en garde les Français en disant attention, on trouve quelqu'un toujours pour vous épurer. Donc il faut savoir à un moment donné arrêter les choses. Voilà. Alors après, il y a eu des quantités d'injustices parce qu'il est bien évident que les gens qui ont été condamnés, arrêtés... Alors, d'abord, il y a des gens qui ont été exécutés sommairement à la Libération, qui la plupart d'entre eux ne méritaient certainement pas la peine de mort. Simplement, ils avaient eu le malheur de rester sur place parce que les plus grands responsables étaient partis en Allemagne. Et curieusement, ceux qui le méritaient n'étaient pas là. Alors, ils n'étaient pas là, et donc il a été jugé plus tard, évidemment, et ils ont été considérés de façon beaucoup plus indulgente. Il y a eu de très grandes injustices, mais en même temps, c'est compliqué. La justice se retrouve à la Libération devant une situation terrible. Il y a des milliers de gens dans les prisons. On ne peut pas garder ça des vitam aeternam. Il faut aller vite. Donc les enquêtes sont souvent très vite faites. Et parfois, tout simplement, on a dans cette période où il y a beaucoup de mouvements de population, on juge des gens qui n'ont pas fait grand-chose sur le lieu du jugement, mais on ignore ce qu'ils ont fait ailleurs. Vous comprenez? Donc, c'est très compliqué. Et d'autre part, et je termine là, beaucoup de gens qui sont internés à Bandol, on les libère parce qu'il n'y a aucune plainte contre eux. Personne ne vient témoigner de quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas maintenir en internement, sans jugement, des gens. Il n'y a pas cette épuration sauvage. L'expression épuration sauvage est scandaleuse. Est scandaleuse parce que les mêmes, qui sont évidemment des gens hostiles à la résistance, ne parlent jamais de la barbarie qui a précédé la libération.